Monsieur le Président, Madame la Ministre Garde des Sceaux, Madame la rapporteuse, mes chers collègues, il faut donc que tout change pour que rien ne change. Cette fameuse maxime caractérise de mon point de vue, de notre point de vue, l'ère politique inaugurée par la victoire du candidat Macron, la mise en place de ses deux gouvernements, puis de sa majorité, mais aussi, et malheureusement, les débats et échanges que nous avons eus au sein de la Commission pour l'examen de ces deux projets de loi, et notamment du projet de loi pour lequel nous demandons un rejet de loi organique sur la dite confiance dans la vie publique. Donc certes, nous ne sommes pas dans l'Italie du Risorgimento, ces élans révolutionnaires qui parachevèrent la construction de l'unité nationale et d'un État. Ce serait même plutôt le contraire, puisque la période actuelle se caractérise plutôt par le démantèlement de l'État, l'affaiblissement de la puissance publique et une crise démocratique profonde qui touche au cœur de ce qui fonde précisément la communauté politique, la société civile à laquelle nous adhérons tous, c'est-à-dire le consentement de l'individu, le consentement du citoyen et de la citoyenne à l'autorité, jadis celle d'un roi, aujourd'hui celle d'un État, d'un régime, d'une république. Il s'agit d'un moment de crise politique, écologique, sociale, économique. Ce même moment dont Antonio Gramsci disait « c'est un moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances, de toutes les contradictions. » Cette phase de transition est justement marquée par des moments d'erreur et de nombreux tourments. Nous pensons que ce projet de loi organique ainsi que le projet de loi ordinaire sont de ce type d'erreur. Le moment dans lequel nous vivons est un moment du type où celles et ceux d'en bas ne veulent plus que les choses se passent comme avant et celles et ceux d'en haut ne peuvent plus faire en sorte que les choses se passent comme avant. Et au milieu de cela, ceux du milieu peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est là qu'interviennent des personnages du type de Tancrède, du type du candidat devenu président Macron, pour faire en sorte que justement tout change pour que rien ne change, pour donner l'apparence du changement, du renouvellement de façade, tout en s'inscrivant dans la continuité et le maintien du statu quo, pour que celles et ceux d'en haut maintiennent justement, sous d'autres formes, sous d'autres habillages, leur contrôle, leur pouvoir et leurs privilèges. Voilà pourquoi nous présentons cette motion de rejet. Parce que les motifs, les objectifs, les méthodes, les périmètres de ce projet de loi s'inscrivent précisément dans la stratégie d'un pouvoir, d'un gouvernement et d'une majorité qui veut, derrière l'apparence du changement, que rien ne change fondamentalement. La méthode, tout d'abord, cela a été dit, y compris par notre collègue des Républicains. Le décalage qu'il y a entre les effets d'annonce, ce qu'a exposé au tout début de cette discussion Madame la Garde des Sceaux, sur le fait de faire cet examen et ces débats en procédure accélérée, je vous le rappelle, très chers collègues, les annonces pendant la campagne et après du président, pour faire de ce projet un symbole fort de son mandat, le signal donné aux citoyens et aux citoyennes d'un véritable renouvellement, d'un véritable changement de manière. Et pourtant, nous faisons ce débat, nous avons ces discussions dans une procédure accélérée. Nous l'avons vu au cours des débats au sein de la commission, 17 heures, énormément d'amendements, sans qu'il n'y ait, de la part notamment des députés de la majorité, le moindre véritable débat ou volonté d'avancer, malgré les nombreux amendements qui, pour la grande majorité, ont été déposés par des groupes minoritaires, sans qu'il y ait la moindre volonté d'aller au-delà de votes quasi bloqués par une majorité aux ordres de l'exécutif, qui a donc systématiquement rejeté tous les amendements visant à enrichir le texte, y compris ceux du Sénat, qui n'est pas, aux dernières nouvelles, une officine d'ultra-gauchistes, plutôt de tendance conservatrice, mais qui quand même s'était saisi de cette opportunité pour enrichir, élargir, comme d'ailleurs le lui avait enjoint et nous avait enjoint le précédent garde des Sceaux, François Bayrou, en appelant le Parlement à enrichir le texte. Cette méthode montre, derrière justement les effets d'annonce, la contradiction qu'il y a dans le discours présidentiel qui, en vérité, ne souhaite pas fondamentalement
renouer la confiance, mais plutôt donner des gages pour rassurer et faire en sorte que les citoyens et les citoyennes s'endorment à nouveau en prétextant qu'on a ici et là ripolliné un peu la façade sans changer le fond. C'est un exercice de communication, comme le président et son gouvernement nous y habituent depuis le début de leur mandat, et qui doit simplement servir à donner une meilleure allure, une meilleure image en cas, et on les voit dans les derniers revirements communicationnels, en cas de mauvaise publicité. Sur le fond, comme mon collègue Bastien Lachaud l'a présenté, ce projet de loi, ces deux projets de loi, ne portent pas sur la confiance dans la vie publique. La vie publique, et malgré les dénégations de Madame la garde des Sceaux tentant de rebuter l'exposé de notre collègue, la vie publique concerne bien plus que les députés, bien plus que les parlementaires. La vie publique concerne tous les acteurs et les actrices qui interviennent pour organiser les débats politiques, pour organiser la vie en société, aussi bien effectivement les députés, les sénateurs, les élus locaux, que les acteurs du pouvoir économique, que les acteurs de la presse. Et c'est avec la volonté de redonner la confiance dans la vie publique, c'est aussi sur ces acteurs, sur leurs transactions, sur leurs interventions dans la vie publique qu'il aurait fallu porter le débat. L'exécutif a choisi systématiquement de retoquer les amendements présentés par le Sénat ou présentés par les groupes de la minorité, comme je le disais, qui visaient justement à répondre à la volonté initiale du texte, y compris tel que le texte a été renommé sur la vie publique. Ça a été le cas et ça a été dit. Non seulement il y a eu une volonté de ne pas se poser les questions de fond, mais aussi, et ça a, je pense, marqué les débats au sein de la commission, une attitude de protection systématique de l'exécutif en refusant tous les amendements qui visaient à étendre au gouvernement les mêmes préceptes de contrôle, de transparence qu'on voulait, avec raison, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, appliquer aux parlementaires. Et cela sans aucune explication politique de fond, avec quelques dénégations juridiques, mais sans fondement et en contradiction, évidemment, comme ça a été dit, avec les intentions dénommées. Ce faisant, le texte de loi qui va être discuté en Assemblée, malgré ce qui a pu être dit sur la non-volonté de stigmatisation, stigmatise, cela a été dit, et par d'autres que nous, stigmatise les parlementaires, stigmatise les députés, parce que l'essentiel de la discussion porte effectivement sur des procédures qu'il faut encadrer, qu'il faut rendre plus transparents. Nous avons posé des amendements qui allaient dans ce sens-là, en tout cas de notre point de vue. Ils n'ont pas été acceptés. Encore une contradiction de la majorité. Mais en focalisant toute la discussion sur ce point particulier de la vie politique, on montre du doigt des parlementaires et on se défausse de responsabilités plus larges pour protéger certains, pour protéger une minorité, de la véritable transparence et de l'exigence de vertu qui devrait être le cas pour tous les acteurs de la vie publique. Cela fait partie des fautes de la majorité, du gouvernement, et que nous devons peut-être, je l'espère, aujourd'hui, rectifier par le vote, tout d'abord pour cette motion de rejet, et éventuellement sur le vote des amendements qui seront représentés dans le débat. Les affaires et les scandales, cela a été dit, existent. Et pour répondre à notre collègue de la Nouvelle Gauche, bien entendu, nous voulons les encadrer, comme je l'ai dit, nous avons proposé des amendements dans ce sens. Affaires et scandales qui ne touchent pas d'ailleurs que les parlementaires, qui touchent d'autres acteurs de la vie publique, cela a été dit. Affaires et scandales ou suspicions de conflits d'intérêts qui touchent aussi et particulièrement en proportion énormément de membres du gouvernement, encore une fois protégés par la majorité en commission, mais qui sont surtout le symptôme d'un mal bien plus profond, d'un mal qui révèle la crise démocratique de la société
Et c'est ce mal, si nous avons l'ambition de redonner, encore une fois, je reprends ces termes, même si nous en avions choisi d'autres pour élargir le débat, mais puisque c'est ceux qui s'imposent à nous aujourd'hui, redonner confiance, c'est s'attaquer non pas simplement aux symptômes, mais aux causes profondes de ce mal démocratique auquel, justement, ne répond pas ce projet de loi organique. Ce qui détruit la confiance de franges de plus en plus importantes de la population, comme c'est aujourd'hui de manière systématique à chaque élection le cas, comme on le voit dans le taux de plus en plus fort de l'abstention. Ce qui détruit cette confiance, c'est le fait que l'action publique, l'action politique, la parole du politique s'inscrit dans des politiques néolibérales menées depuis plus de 30 ans, au nom du marché, de la concurrence libre et non faussée, des 3% de déficit budgétaire à ne pas dépasser. Et ces politiques sont justifiées au motif de relancer la croissance, de relancer les emplois qu'on attend toujours de voir venir. Ce qui détruit la confiance, c'est en même temps que cette langue néolibérale, c'est l'aveu, ou du moins la reconnaissance de leur propre impuissance par des dirigeants politiques. Tel en 1997 face à des ouvriers de chez Michelin en lutte contre leur licenciement, un Lionel Jospin qui avouait « il ne faut pas tout attendre de l'État », qui indiquait qu'il ne croyait pas qu'on puisse administrer désormais l'économie. Ce n'est pas la loi, les textes, ce n'est pas par la loi, par les textes qu'on régule l'économie. Tout le monde admet le marché. 20 ans plus tard, le candidat Macron ne disait pas autre chose, en parlant par exemple des chômeurs qui ne devraient pas attendre tout de l'État, ou face aux ouvriers de Whirlpool, expliquant qu'on ne peut pas interdire des licenciements et la solution ne passe pas par la loi. Alors si la solution ne passe pas par la loi pour redonner confiance dans l'action politique, par où passe-t-elle, mes chers collègues? Telle est la question. Voilà pourquoi ce projet de loi, qui ne s'attaque pas à ce qu'indiquait notre collègue jusqu'à présent, l'argent roi, la finance dérégulée, qui ne s'attache pas à assainir les relations pour traquer, en même temps que les corrompus, les corrupteurs, ne va pas redonner la confiance dans la vie publique. Parce qu'il accompagne ce projet néolibéral, comme je l'ai dit, parce qu'il ne remet pas en cause fondamentalement ce qui fait le mal démocratique au sein du pays. Nous pourrions, par contre, entamer un véritable travail de refonte démocratique. Nous le proposons, et nous l'avons proposé à travers une série d'amendements qui, là aussi, ont été rejetés sans véritable discussion. Mon collègue l'a dit, je voudrais revenir sur un élément. Parce que, justement, la confiance, Madame la garde des Sceaux l'a dit, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ça se construit à l'égard des administrés, mais ça se construit aussi par les citoyens, parce qu'ils vont avoir confiance dans leur propre capacité à agir, à intervenir dans la vie quotidienne, parce qu'ils vont avoir des droits sociaux, économiques, qui garantiront leur avenir et celui de leurs enfants, parce qu'ils auront confiance dans une société qui partage les richesses, plutôt qu'une société qui privilégie un petit nombre de nantis et de rentiers, parce qu'ils auront des droits démocratiques qui les protègent et qui leur assurent une sécurité. De cela, il n'en est nullement question effectivement dans cette loi, mais il n'en est surtout nullement question dans ce que propose de manière globale aujourd'hui la majorité et le gouvernement. Redonner confiance aux citoyens, ça passe aussi pour leur redonner confiance dans les outils même de la démocratie, en les rendant acteurs et actrices des lois, des choix, des décisions. C'est le sens, par exemple, d'une mesure, cela a été déjà expliqué par notre collègue, de droit de révocation des élus, qui a été proposé, encore une fois, par la France insoumise dans ces débats et qui a été retoqué sans plus d'explications. Je voudrais revenir un petit instant sur cette mesure parce qu'il me semble qu'elle pourrait aujourd'hui, si une majorité d'entre vous décide malgré tout de l'adopter, marquer véritablement, symboliquement, un premier pas vers une refonte profonde de nos institutions. Je fais appel pour cela au discours d'investiture du président Macron, qui avait insisté sur la responsabilité que lui aurait confiée le peuple français. Or, au sens étymologique, la notion de responsabilité, qui découle du latin respondere,
répondre d'eux, se porter garant, suppose justement de rendre des comptes. Nombre de détenteurs de mandats électifs, pas que, se croient dispensés de satisfaire à une telle exigence, puisqu'il s'agit de s'appliquer d'abord à nous, puisque ce projet de loi vise d'abord et prioritairement, quasi exclusivement, les parlementaires, les députés, les élus. Nous pensons qu'il faut l'étendre plus largement. Alors nous devrons nous imposer ces mêmes règles et ces mêmes outils. Ainsi, la première étape de toute entreprise pour redonner confiance dans la vie publique doit être le rétablissement de la responsabilité politique de nos institutions. On pourrait considérer même, à l'instar de messieurs Duhamel et Mény dans leur dictionnaire de droit constitutionnel, que la responsabilité politique est ce qui trace, je cite, une ligne de clivage réelle entre dictature et démocratie. Ce rétablissement doit concerner tout élu, qu'il soit simple conseiller municipal ou président de la République. La responsabilité politique, qui est en quelque sorte la rançon démocratique du pouvoir, suppose justement que le peuple, détenteur de la souveraineté nationale au titre de l'article 3 de la Constitution, dispose d'une capacité de contrôle et de sanction à l'égard de celles et ceux qu'il a désignés pour exercer le pouvoir politique en son nom. Il est ainsi nécessaire que la possibilité de révoquer un ou une gouvernante ne soit pas à sa seule discrétion, celui du président. Ce qui prime, ce n'est pas le fait de révoquer un élu, c'est celui qu'existe pour le peuple la possibilité de le faire. Redonner la confiance, ce serait de redonner ce pouvoir-là fondamental au peuple. Loin des caricatures qu'en donnent certains et certaines, une telle procédure de révocation serait en réalité facile à mettre en œuvre concrètement et sans danger pour la stabilité institutionnelle. Comme le note le constitutionnaliste Philippe Ségur dans « Gouvernant, quelle responsabilité ?», on sait en effet ce qu'une élection peut avoir d'ambigu et combien, pour cette même raison, les moyens de manipuler l'électorat sont nombreux en dehors de toute fraude. Au contraire, une procédure de révocation populaire à l'initiative des gouvernants pourrait offrir d'authentiques garanties de clarté puisqu'elle serait volontaire, finalisée et expressément motivée. Contrairement à ce que l'on feint de croire, elle pourrait comporter nombre de garde-fous qui en assureraient un usage modéré. Pétition avec seuil de signature pour engager la procédure, délai avant décision de donner suite, référendum avec majorité qualifiée. L'article 6 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et les modalités d'application du présent article étant fixées par une loi organique, consacre un droit de révocation du président de la République par le peuple français. Nous discuterons là d'une loi organique. Nous avons la possibilité de donner à cette loi organique un véritable symbole, plus qu'un symbole, un véritable outil pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir et avoir mieux confiance dans ses institutions. L'article 34 de la Constitution prévoit également que c'est le Parlement qui fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France, ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Cet article consacre ainsi le droit de révocation des députés, des sénateurs et des sénatrices et des élus locaux. C'est de notre responsabilité de faire en sorte que ce projet, s'il devait être adopté malgré la motion de rejet que nous présentons, ait ce type d'outils, parce que ce sont les seuls qui permettent de donner au peuple le pouvoir d'intervenir dans les affaires et dans l'organisation de la vie politique. Alors, mes chers collègues, je vous le demande donc, en vertu des pouvoirs que nous donne la Constitution, pourquoi donc la majorité en commission a choisi de révoquer ce droit que nous proposions de manière constructive et qui aurait pu donner de l'ampleur et qui aurait pu donner un signal à nos concitoyens et à nos concitoyennes que nous étions ici en procédure accélérée, en plein milieu de l'été, en train de mettre en place un cadre pour redonner confiance à la vie publique. Nous attendons toujours les explications et peut-être que nous en aurons de la part de Madame la garde des Sceaux ou de la rapporteuse ou, j'espère, mes chers collègues, En Marche, au cours de la discussion où nous reposerons ce débat. Mais plus fondamentalement, comme cela a été également dit, et je voudrais revenir un instant là-dessus, redonner la confiance dans les institutions, dans la vie publique, dans la vie politique, c'est redonner au peuple le pouvoir même de décider, de réformer,
de changer sa constitution. Parce que c'est ce pouvoir qui permet de refaire sens politique, de refaire peuple politique. C'est le sens de la proposition d'assemblée constituante que nous avons débattue pendant l'ensemble de notre campagne et qui a rencontré un véritable écho. Nous avons organisé au cours de ces mois une grande marche à Paris qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes demandant une nouvelle constituante pour une nouvelle République. Le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. C'est l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Constitution du 24 juin 1793. Un système institutionnel à bout de souffle, un peuple qui se retire du champ politique, la crise démocratique est là, comme je l'ai dit, et comme je pense tous et toutes ici le reconnaîtront. Il faut donc changer ce système. La démocratie ne consiste pas simplement à glisser un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans. Elle suppose une implication citoyenne permanente dans la vie politique, dans la vie publique. Or, la Ve République organise justement l'exclusion du peuple de la décision. Pour sortir de la crise civique et démocratique, il faut avant tout appeler l'ensemble des citoyens et des citoyennes à s'impliquer personnellement dans la réécriture collective du pacte qui fonde notre peuple et notre République. Et pour faire cette refondation républicaine, il faut donc convoquer une assemblée constituante dont le seul mandat serait l'élaboration d'une nouvelle constitution. Une assemblée constituante est une assemblée dont les membres sont désignés pour rédiger et adopter une nouvelle constitution. L'ambition est de se donner un texte fondamental qui s'inscrit dans une filiation historique. Cette méthode a des précédents, effectivement, dans l'histoire de France. La première République via la Convention, la deuxième et la quatrième, sont issues de travaux d'une telle assemblée. D'une certaine manière, c'est aussi le cas de la troisième, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté les lois constitutionnelles de 1875. On peut encore citer, de mémoire plus récente et dans d'autres pays, l'Assemblée constituante islandaise de 2011 ou l'Assemblée constituante tunisienne, élue la même année à la suite des printemps arabes. Dans tous les cas, la finalité est identique. Appeler chaque citoyen et citoyenne à s'engager personnellement dans l'élaboration du contrat qui unit le peuple et la nation. Voilà donc un objectif que nous aurions pu nous donner à l'occasion de ces débats en procédure accélérée, en procédure exceptionnelle. Parce qu'effectivement, la situation est exceptionnellement grave pour notre démocratie et je pense que tous et toutes ici en avons conscience. L'Assemblée, ici rassemblée, aurait pu et pourrait appeler au lancement d'une assemblée constituante, appeler à des débats pour que les citoyens et les citoyennes reprennent corps avec les institutions, élaborent eux-mêmes les modalités de vie en société, puissent déterminer elles et eux-mêmes quelles sont les règles fondamentales et comment s'organiserait une 6e République avec des institutions et des élus révocables, avec des citoyens qui aient des droits pas simplement dans la cité, mais aussi dans l'entreprise, avec tout un ensemble de droits fondamentaux qui pourraient être inscrits dans la Constitution, comme la règle verte ou le droit à l'IVG. Redonner confiance au peuple, c'est lui redonner la parole, c'est lui redonner le pouvoir. Alors nous sommes ici rassemblés en procédure exceptionnelle, je l'ai dit, je le répète, en plein été, mais il y a des précédents historiques aussi à ce type de rassemblement. Nous sommes à une semaine du 4 août. Le 4 août, c'est au moment de la Révolution, la fin des privilèges. La fin des privilèges d'une minorité sur la majorité. La fin des privilèges, c'est ce que nous pouvons décréter si nous avons le courage de lancer ce travail fondamental qui serait de revoir de fond en comble le fonctionnement de la vie publique, le fonctionnement de la vie démocratique de notre pays, par l'Assemblée constituante. Le Parlement, l'Assemblée, en a les moyens, en a les pouvoirs, en a la responsabilité si nous voulons vraiment de redonner confiance. À la France insoumise, nous croyons fondamentalement que quel que soit le problème, la solution, c'est le peuple. Nous pensons que vous pouvez y croire aussi. Nous voulons vous en convaincre. C'est pour cela que nous présentons cette motion de rejet de la loi organique et précédemment le rejet de la loi ordinaire, parce que nous pensons que nous avons la responsabilité d'aller au-delà,
de quelques mesurettes qui sont bien en deçà de la crise actuelle. Quel que soit le problème, la solution, c'est le peuple. Alors c'est pour cela qu'au nom du groupe de la France Insoumise, je vous appelle à rejeter ce projet de loi organique et à travailler ensemble, de concert, au seul chantier qui réponde vraiment aux exigences de la période, celui de rendre le pouvoir au peuple, celui d'une constituante pour une 6e République sociale, démocratique, écologique. Merci. Merci Madame Obono.